C'est son prénom. C'est comme ça que ça s'appelle. Moi, ce sera pour Mathilde. C'est pas moi. Ah, je t'ai dit, je suis déçu. Là. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la boutique Potemkin. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas nos rencontres, on fait venir régulièrement un rythme hebdomadaire des réalisateurs ou des critiques. Voilà, ça correspond en général à une actualité, à l'actualité de sortie DVD. Et ce sont des films en général qu'on aime, qui nous intriguent, ou des réalisateurs. Bon, cinéphiles ou pas, mais en général on aime bien les cinéphiles parce que ça nous permet de parler de la boutique aussi, de faire ces liens-là avec ce qu'on essaie de défendre. Et il y a quelques années, on t'avait invité, Arthur Harari, donc qui est là ce soir avec nous pour ton premier long métrage, Diamant Noir, qu'on avait beaucoup aimé. Il y avait, je crois, des comédiens, il y avait Niels qui était là, peut-être dans mon souvenir, Niels Schneider. Et voilà, c'était il y a quelques années déjà. Et entre ces, voilà, c'était il y a plus de 5 ans, je crois. 2016. 2016, voilà. Et là, on se retrouve en 2021 pour parler de ton deuxième film, Onoda, voilà, qui vient juste d'arriver, qu'on a eu en avant-première, en DVD et en Blu-ray, qui n'est pas encore officiellement encore sorti. Et c'est ce qui était à Cannes, cette année, et qui est un sacré ovni quand même dans le paysage cinématographique. Et donc nous, ça nous a intéressé on voulait t'entendre parler de qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, ces 6 années presque, et puis voilà, comment est arrivé un peu ce projet de film, parce que c'est une aventure. Le film est une aventure, raconte voilà, une traversée, mais on a envie de t'entendre toi déjà. Ouais, bah écoute, le trajet a été long parce que c'était compliqué quand même à imaginer, à faire. Et en réalité, l'idée du film préexistait même au tournage de Diamant Noir. Donc le projet est né en 2013 parce que j'ai découvert l'histoire d'Onoda en 2013. J'ai lu un livre qui maintenant a été réédité, mais qui à l'époque était complètement épuisé, écrit en français sur Onoda, qui est le seul livre écrit par des Français en français, et qui m'a fasciné. Et du coup, j'en ai parlé très vite au producteur qui a produit le film, Nicolas Antomé, Bathysphère Productions, et tout de suite on a décidé que c'était imaginable, alors que c'était quand même effectivement au départ un peu étrange comme projet, mais enfin voilà. Et donc après j'ai tourné Diamant Noir, je l'ai fini. En fait le temps, c'est un rapport au temps qui est très bizarre de faire des films, parce que de l'extérieur les gens ont l'impression que quand il y a beaucoup de temps qui se passe, c'est qu'on a eu du mal soit à trouver le sujet, soit à trouver l'argent, soit qu'il y a un projet qui est mort entre temps. Moi dans mon cas c'est pas du tout ça, c'est que c'est vraiment des années de travail tout le temps, quoi. Parce que en fait, de Diamant Noir, il s'est terminé, tout était fini en 2016. J'avais déjà commencé à écrire Onoda en fait. Et en fait, quand je me suis remis au travail sur l'écriture après la sortie de Diamant Noir, j'ai pas tellement chômé. C'est-à-dire qu'il a fait, en 2017, le scénario était plus ou moins terminé, je pense. Et ensuite, le tournage s'est fait à cheval sur 2018 et 2019. Donc, toute l'année 2018, c'était des recherches de financement, du casting, des repérages au Cambodge. À un moment, on avait même planifié le tournage en 2 temps. Donc, en fait, on a commencé une préparation très tôt. Enfin, c'est du temps de travail étiré. Bon, par ailleurs, pour faire un film comme ça, c'était pas trop de temps, en fait. Mais c'était compliqué. Voilà. Mais raconte-nous peut-être, encore une fois, quand est-ce qu'à la première fois que tu as entendu parler de l'histoire de ce soldat donc, qui s'est retrouvé à continuer une guerre qui avait fini, quoi, quelque part. C'est une histoire quand même incroyable, qui n'est pas la seule, je crois, mais c'est pas un cas isolé, mais c'est le cas le plus emblématique. Voilà, mais je crois que c'était leur conversation avec ton père Oui, c'est mon père qui m'a parlé de cette histoire en premier.
En fait, moi, je cherchais à faire un film d'aventure. Voilà, donc tu étais dans tes lectures aussi je lisais à la fois de la fiction et pas mal de récits. Je lisais beaucoup de trucs, notamment sur les navigateurs, voilà, les expéditions polaires, des trucs comme ça. J'avais pas identifié exactement quelle forme de récit, mais voilà, je cherchais de ce côté-là et je trouvais pas. Donc j'ai ébauché quelques débuts d'histoire qui me plaisaient pas, enfin qui n'étaient pas aboutis. Et puis un soir, je parlais ça avec mon père, parce qu'il se trouve que je lui avais emprunté 1 ou 2 livres dans sa bibliothèque, sur notamment un livre super sur les navigateurs solitaires. Et il me dit, bon, mais si tu trouves pas, tu peux toujours te rabattre sur cette histoire de ce japonais qui a fait la guerre pendant des années sur une île. Donc c'était vraiment une espèce de boutade, quoi. Et donc j'ai dit, ah bon, mais c'est quoi cette histoire, je la connaissais pas. Il se souvenait pas, il m'a dit, oui, il a passé 10 ans sur une île, enfin il se souvenait pas des détails, ni du nom d'Onoda. Donc j'ai été voir sur internet et en direct, quoi, avec lui. Et c'est là que je me tombé rapidement sur la page Wikipédia de vraiment, ça a commencé comme ça. Donc c'est un soldat de l'armée japonaise qui oui, j'imagine que vous avez je sais pas si tout le monde a vu le film. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous le pitcher, je vais le raconter. Mais oui, voilà, l'histoire était résumée et puis bon, en une page, en quelques lignes, c'est une histoire frappante. Et ensuite, quand on se renseigne en profondeur sur l'histoire, elle est encore plus, c'est-à-dire dans les détails, tout est intéressant en fait. Donc, je me suis retrouvé face à cette. C'est un des problèmes quand on s'attaque à une histoire qui est issue de la réalité, c'est que le scénario de la réalité peut être tellement dirigiste presque, c'est-à-dire qu'on en arrive vite à se demander qu'est-ce que nous on a à raconter. Ça coupe un peu les ailes de la fiction ou sauf que moi ça m'a fait un effet de stimulation, c'est-à-dire que comme l'histoire en soi a l'air d'être fictionnelle, en fait ça a complètement déclenché chez moi une excitation vraiment fictionnelle, c'est-à-dire ce que je voulais faire, c'est-à-dire un récit d'aventure, il y avait tout pour ça et en même temps il y avait un fond qui, à mesure que j'avançais dans la découverte de l'histoire et que je m'interrogeais sur les implications, sur le personnage, sur les ressorts dramatiques, ne faisait qu'approfondir le champ, que ce soit historique, psychologique, métaphysique, mythologique, enfin tous les termes pouvaient s'appliquer à l'histoire. C'est-à-dire moi j'ai tout de suite vu quelque chose de l'ordre de l'épopée, donc j'ai pensé à Ulysse, j'ai pensé à Don Quichotte. Il y a quelque chose de profondément primitif dans cette histoire et en même temps qui a à voir avec les grands mythes modernes aussi, et particulièrement par exemple, on peut pas, je pense, ne pas penser à Don Quichotte et à Robinson Crusoe qui sont les 2 grands romans créateurs de la modernité, notamment de l'invention du roman, quoi. Qu'est-ce que c'est le roman, enfin voilà. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça troublant que dans une histoire réelle, quelque chose de l'ordre de cette abstraction-là et de cette amplitude-là, cette ampleur-là, se retrouve, quoi. Parce qu'en plus, tu as un personnage, tu as un héros, tu as un territoire, tu as toutes les les éléments les pour données développer. sont tous là, avec une donnée en plus qui est assez géniale pour cette question d'aventure, qui est une absurdité pour le coup très moderne, même si le mot peut vouloir dire tout et son contraire, mais je veux dire que c'est effectivement aussi, c'est Beckettien, c'est Camus, il y a Sisyphe, enfin il y a tous ces trucs là, sans que ce soit pauvre une fois qu'on a dit ça. C'est-à-dire c'est pas ça c'est une chose qui m'a fasciné moi quand j'ai commencé à travailler sur l'écriture, c'est que il y a des histoires qui peuvent être frappantes quand on les aborde dans la première fois, quoi. Et en fait quand on commence à essayer d'écrire dessus, en fait c'est un peu en 2 dimensions et derrière il n'y a pas la troisième, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de, par exemple il n'y a pas d'épaisseur humaine, il y a pas là à la fois dans ce que je lisais et surtout dans la manière dont moi j'ai eu l'impression de pouvoir m'en emparer, c'est-à-dire de créer une fiction, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, j'ai carburé sur une histoire dont je pouvais m'emparer. Au bout d'un moment, le fait que c'était une histoire vraie, évidemment ça pesait, mais ça n'a pas été un poids au sens, ça n'a pas limité
l'excitation que j'avais de moi essayer de déployer une vision, on va dire. Oui, mais tu n'as pas lu ces mémoires, parce qu'il a écrit un livre, des mémoires, donc ça tu n'avais pas lu, justement. Non, je l'ai lu tu l'as lu après avoir écrit mon Voilà, c'est ça. Oui, parce donc que ça c'est intéressant aussi de se dire j'ai suffisamment d'éléments pour laisser aller ma verbe créatrice, et en même temps je me bride pas avec avec une sorte de fidélité comme ça historique. Oui, bah alors disons que c'était pas totalement de l'ordre du choix conscient de pas lire son. Bon, déjà à l'époque ça n'existait pas en français. Ces mémoires, elles sont sorties il y a un an, elles ont été traduites en français, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc j'avais fini par trouver, après avoir écrit le scénario, je l'ai acheté en anglais, et je l'ai lu en anglais. Il y avait énormément de choses que j'avais déjà, en termes factuels, quasiment tout ce qui était dedans, je l'avais lu dans le livre en français, et dans les recherches que j'avais pu faire. Parce que tu t'es documenté, j'imagine. Je me suis documenté, mais pas à l'excès, déjà, parce qu'encore une fois, le premier livre était hyper complet, hyper riche, et que, bon, j'ai trouvé des articles, mais en fait, tous les éléments sont toujours les mêmes, ils reprennent toujours les mêmes... voilà, et ça vient en fait de ce que lui a raconté et des quelques éléments extérieurs qui ont pu être vérifiés. Mais je veux dire, il n'y a pas 25 sources qui amènent des éléments différents en fait sur Onoda. Et ce qui est intéressant, c'est que, moi, le fait de ne pas avoir lu sa version à lui, en tout cas pas pour écrire le scénario, ça m'a permis d'inventer un personnage en fait, c'est-à-dire de remplir les trous, les questions, les zones très mystérieuses ou les trucs un peu perturbants par des choses que j'avais moins envie d'y mettre ou des choses instinctives qui me semblaient riches et qui me semblaient cohérentes avec le personnage et qui, jusqu'à un certain point, sans doute m'ont éloigné de ce que réellement Onoda était peut-être. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de savoir qui il était, quels étaient ses réflexes. Ensuite, moi, j'ai fini par lire et entendre des choses tardivement, un peu à charge contre lui, ou disons négatives, qui m'ont fait dire que je pense que mon personnage est plus romanesque, et plus... Mais ça, c'est presque inévitable. Il fallait qu'à un endroit je puisse je puisse lui prêter des traits où je me reconnaissais, quoi. Même s'il y a des choses de lui dans le film que j'ai volontairement je veux dire, il fait des choses choquantes, c'est pas un héros admirable, la question de l'héroïsme est très très ambiguë, quoi, très compliquée. Il y a, forcément, quand toi tu fictionnes ou tu fais ton film, tu t'imprègnes de tes représentations, de ce que... j'imagine qu'il y a des images qui te viennent ou une volonté de faire un certain film, et forcément ton langage c'est le cinéma, donc tes représentations sont le cinéma, donc tu penses film, à moins peut-être que tu es allé au Japon, peut-être que tu as fréquenté le Japon. Non, avant de m'intéresser à cette histoire, j'avais jamais été au Japon. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant et interpellant. Donc tes représentations du Japon sont des représentations forcément de cinéma. Tu parles de manga, de choses. Oui, principalement le cinéma et un peu un certain type de manga, le manga réaliste et le manga autobiographique surtout. Donc toi, c'est quoi tes mamelles comme ça cinématographiques au Japon, alors déjà j'ai nourri évidemment sans même le vouloir par des images que j'avais du Japon par le cinéma et un peu par le manga comme je le dis, mais aussi de représentations ou d'images qui sont pas spécifiquement japonaises. Comme je parlais des grands mythes occidentaux, que j'ai cités, mais aussi de films américains, de films... tu parles du western, tu parles de Ford, tu parles de Walsh. En fait, le cinéma d'aventure... vraiment le point de départ de mon envie de faire un film d'aventure, c'est plutôt un point de départ littéraire en fait. C'est l'amour de Stevenson et de Joseph Conrad et de Melville, c'est cette littérature-là. Et qui d'ailleurs a irrigué absolument le cinéma et le cinéma américain notamment, le cinéma d'aventure. C'est-à-dire en fait le cinéma américain au départ, jusqu'à un certain... c'est à 80% du cinéma d'aventure. Ça se découpe en plusieurs genres.
mais c'est de l'aventure. Donc moi ma cinéphilie quand j'étais gamin, elle est née là, quoi. Et elle s'est d'ailleurs très vite mélangée avec plein d'autres choses, et le cinéma japonais, dont je suis pas un spécialiste très pointu, mais moi j'étais très très marqué par des films de Kurosawa et plus tard de Mizoguchi. Parfois je préfère Mizoguchi, parfois, mais à ce niveau de génie, c'est très très compliqué de trancher, franchement. Je pense que ça fait vraiment partie des... C'est deux des réalisateurs qui ont porté, à mon avis, au plus haut l'art de la mise en scène. Parce qu'au niveau de ta mise en scène, moi je la qualifierais comme de très classique. Moi, il y a quelque chose comme ça qui, c'est pas une mise en scène absolument pas spectaculaire. On sent cette inspiration. C'est pour ça que Kurosawa, par exemple, on peut faire difficilement plus spectaculaire. Oui, non, mais c'est pas. Non, mais quand je parle des inspirations, en fait, moi, je peux être nourri par des images ou par des impressions ou par des. Toute la question, c'est enfin, je veux dire, il y a certains endroits où il ne faut pas essayer d'aller pour reproduire ou pour. Donc, oui, le film pour moi appelait une forme de je sais pas comment dire, de réactivation d'une mémoire qui est chez moi très 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 profonde et très ancrée du cinéma classique ou du cinéma primitif c'est-à-dire pour moi de ce qui constitue les trois quarts du cinéma, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'est l'histoire du cinéma, qu'elle n'est pas très vieille, il y a eu plus de choses dans le passé que dans le présent. Ou disons, ce qui constitue aujourd'hui notre présent ou notre modernité est extrêmement nourri encore par ça. Donc, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de réalisateurs depuis un certain nombre d'années qui font semblant de l'oublier, disons, qui se construisent soi-disant dans une cinéphilie extrêmement récente, alors que leur cinéphilie, presque parfois sans qu'ils le sachent, puise dans des... Moi, je crois pas du tout, en fait, à la création ex nihilo et au fait de faire table rase et de réinventer de zéro. Non, en fait, la réinvention se fait toujours sur des... C'est marrant parce que j'ai vu il y a pas très longtemps la 3e saison de Twin Peaks que j'avais pas vue. Oui. Et je trouve ça extrêmement frappant chez David Lynch. C'est sans doute, c'est une des œuvres les plus inventives et les plus totalement, et les plus libres et les plus modernes, de même plus rien dire. Enfin, je veux dire, on ne sait pas la qualifier, en fait. Mais c'est extrêmement frappant d'ailleurs dans ce film, dans cette série-là, comme dans toute son œuvre, la présence des formes classiques. Je trouve ça hyper frappant. Tous les genres, en fait. Il y a le cinéma policier, le western, la comédie, le cinéma de burlesque. Et on sent qu'il n'est pas du tout. Il se limite pas. On pourrait dire que David Lynch c'est le savant fou qui envoie bouler tout ce qu'il y a eu avant mais c'est pas du tout ça. Non. C'est une relecture folle un peu, extrêmement maîtrisée mais tarée des formes qu'ils ont construites, et notamment des formes extrêmement américaines, très. C'est vraiment un cinéaste américain aussi. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait cette digression, mais pour moi il y a quelque chose d'hyper naturel à aller chercher dans des choses qui m'ont constitué mon imaginaire. Non, mais tu admettras quand même que c'est assez, il y a quand même quelque chose qui est très presque anachronique aujourd'hui comme geste de cinéaste de s'emparer de cette histoire-là très japonaise, qui peut être très universelle si on veut, mais bon, quand même. Et se coltiner à ça, c'est-à-dire, je sais pas, un territoire que tu connais pas, des comédiens à diriger, on va y venir, mais bon, c'est quand même un défi incroyable. Il y a quelque chose entre... moi, je m'en suis pas remis encore, si tu veux, aujourd'hui en 2021, si tu veux, de me dire, mais où est-ce que je le mets? Pourquoi j'ai envie de mettre ton film quelque part? Je sais pas. Mais d'avoir un geste aussi classique. Non, mais je sais, je me rends compte notamment sur... pour moi, tout ça était... Je dirais pas que c'était inconscient et que je l'ai fait. Mais en fait, à partir du moment où j'avais rencontré cette histoire et où il n'était pas question que je ne la raconte pas, vraiment, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, je voulais faire un truc d'aventure, j'ai découvert cette histoire, elle m'a aspiré et j'ai eu la sensation que c'était pour moi. Qu'il fallait que ce soit moi qui la raconte. Parce qu'elle... je sais pas, j'ai l'impression bizarrement qu'elle parlait de moi un peu.
Donc ça c'est très compliqué à faire comprendre, et même pour moi exactement avec l'électricité. Mais Et à ton producteur, à faire avec mon producteur, il n'a pas eu de problème avec ça. Enfin, d'ailleurs, je lui ai pas dit, ça parle de moi. Mais quand il a lu le livre et quand je lui ai dit pourquoi je voulais le faire, enfin, je sais pas, il m'a dit tout de suite, c'est super, il faut le faire. Il avait pas encore produit un long métrage de fiction à ce moment-là. Il était presque plus fou que moi. Ouais. Il était en train de produire ses premiers longs métrages. C'est un producteur qui a produit énormément de courts et de moyens métrages de forme très très libre, en général assez expérimentaux, ou beaucoup de documentaires, mais le long métrage de fiction, on va dire un peu produit, il l'avait pas encore fait à ce moment-là. Et donc pour lui, c'était une espèce de, c'est vraiment, ça l'a excité, le défi l'a excité, et le sujet, la possibilité d'ampleur du truc, la dimension à la fois épique et métaphysique, et puis c'est quelqu'un qui a un rapport très fort à l'histoire, enfin tout ça, ça lui a parlé tout de suite. Donc d'ailleurs vraiment, si lui n'avait pas eu cette envie comme moi et cette espèce de ténacité tout du long assez remarquable quand même, je suis pas sûr que j'aurais pu le faire, quoi. Mais donc oui, une fois que j'avais choisi ce sujet, en fait tout allait avec. Il fallait le faire au Japon, il fallait tu l'as pas tourné au Japon, non? Non, enfin au Japon, oui, non, oui, on l'a tourné au Cambodge, mais il fallait faire avec des Japonais, il fallait le faire loin. Enfin, donc, c'était pas, on pouvait pas prendre une partie et se dire bon, bah, on va le faire en Camargue, ou on va, tiens, peut-être on peut déplacer cette histoire pendant la guerre d'Algérie. Ça n'a pas de sens en fait. C'était un tout, et ça nous engageait à cette espèce. Effectivement, c'était une aventure. Je pense qu'au fond, le fond du truc, c'est que moi, quand j'étais gamin et que j'ai découvert le cinéma, j'ai eu la sensation que c'était les seules aventures possibles que je pouvais vivre dans les films. Et je pense que, comme plein d'enfants, j'avais envie d'être un aventurier. Enfin, je veux dire, ça me semblait mieux que la vie. En fait. Cette vie-là possible me semblait mieux que la vie. Donc la rencontrer au cinéma, ça a changé mon rapport où est-ce qu'on projette une envie de transcendance, en fait. Même si évidemment on ne le dit pas avec ces mots-là, mais donc le cinéma, malheureusement, est arrivé comme une solution. Je dis malheureusement parce que ça amène à ne pas vivre complètement sa vie. Ça, en fait. Les voyages, je ne les fais pas. Ou alors je les fais pour faire des films. Enfin, c'est un rapport toujours très bizarre au réel. Il doit être tout le temps. Ce qu'il y a dans la tête est toujours mieux que le réel. Donc, et en fait, c'est de ça dont parle le film. Mais ça, quand j'ai rencontré l'histoire, je me suis dit, voilà, ça c'est dingue. Ça me permet, moi, de faire un grand film d'aventure, enfin d'espérer faire un grand film d'aventure loin, donc de vivre moi une aventure. Ça me permet de faire tout l'inverse de ce qu'on attend d'un cinéaste français, donc de me distinguer. Donc peut-être ma petite envie d'héroïsme va s'incarner là-dedans. Et en même temps, ça parle de ça. Ça ne parle que de ça. C'est un type qui veut se distinguer, qui veut être un héros, qui refuse le monde tel qu'il est, qui va vivre une intensité pendant 30 ans alors qu'elle n'existe pas. Tout ça, c'est exactement le rapport, enfin, à un niveau un peu plus pathologique, mais c'est le rapport que j'entretiens en fait au monde depuis que j'ai 10 ans, même peut-être avant. Donc tout ça avait une cohérence, c'était imprenable. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce film. Ça n'a pas de... Et d'ailleurs, vu que tout le monde a vu le film, je ne spoil rien, mais moi j'aime beaucoup le moment du film, évidemment, où Onoda rencontre ce jeune étudiant, ce télescopage presque d'espace-temps, de classe d'âge, qu'il va rencontrer un étudiant qui le cherche, et il va y avoir cette confrontation. Ça, c'était évidemment prévu très tôt à l'écriture, parce que je trouve que il y a quelque chose d'assez... La scène existait, quoi, dans la réalité, donc j'ai eu une chance dingue, en fait. C'est-à-dire que dans l'histoire, j'ai réarrangé des choses, j'ai créé des événements, mais les grands événements, les grands plateaux narratifs existaient, en fait. Il fallait les organiser, il fallait leur donner leur épaisseur, mais oui, cette scène a existé, en fait. Ce type l'a retrouvé en quelques jours, et ils ont passé une nuit ensemble, et ils se sont dit d'autres choses, et Onoda a beaucoup plus parlé dans la réalité, mais en fait, ce télescopage ahurissant, et qui a fait qu'Onoda a fini par accepter de se rendre, in fine, alors qu'il avait refusé pendant des années, c'est par ça que c'est passé. Donc c'est vrai.
Donc j'ai pas eu à inventer, je me suis pas dit tiens comment on peut le faire sortir de la forêt. Donc une partie du mérite de la force dramaturgique de ce moment-là vient sans doute de la réalité. Non, ouais, le film, je trouve très bouleversant. Bah, c'est vraiment une traversée. D'ailleurs, au niveau de la durée, bah, voilà, ça dure 2h45, qui est éprouvant aussi. Mais je trouve qu'on en ressort, arrive à jaillir comme ça des émotions et à travers, encore une fois, ces rencontres-là, et puis cette prise de conscience de la réalité. Moi, j'étais très sensible au rapport au temps aussi, au temps qui est passé, au temps qui est passé sans qu'on le voie. Une façon de se résigner au temps qui passe aussi. Bah, moi, je sais que c'est des choses qui me touchent énormément et que je trouve assez bouleversantes et que le film vraiment incarne à travers ces personnages-là. Ça, je trouve que c'est une des très grandes forces Et puis une traversée aussi où on frôle la folie, où on touche du doigt un peu qu'est-ce que c'est d'avoir un refus de la réalité, de regarder. Ça, c'était des choses aussi qui étaient, j'imagine, qui étaient voilà. Ouais, bon, le rapport au temps, c'était la chose la plus difficile à écrire, enfin, à trouver comment l'incarner et comment faire vieillir un personnage. Le vertige. Oui, mais même avant la question de l'incarnation, qui a été une vraie question, la question de l'écriture, enfin de l'équilibre du récit sur ça, comment on donne l'impression de l'épaisseur du temps. D'ailleurs, je me souviens très bien d'une projection de montage de peut-être la première version qui avait un peu qui existait, qu'on a montré notamment à des coproducteurs. Et un des coproducteurs a dit c'est vachement bien, mais on sent pas vraiment les 30 ans passés. Et ça nous a mis un coup avec le monteur, parce que d'imaginer qu'au final, on pouvait peut-être ne pas réussir à incarner les 30 ans qui passent, c'était un échec trop grand. Donc ça nous a déprimés sur le moment. Et puis on a essayé de trouver comment faire. Et le film faisait combien de temps quelle était la durée? Il faisait 3 heures. En plus, il faisait plus de 3 heures à ce moment-là. Il faisait, je pense, 3h30. Ah oui, quand même. Ouais, 3h20 ou 3h30. Mais en fait, on peut faire un film de 7 heures sans avoir l'impression que ça dure 30 ans. La question du poids du temps et du vertige, et d'avoir l'impression que le personnage, au bout du parcours, a vraiment traversé, non pas une vie, parce que 30 ans c'est pas une vie, mais en fait c'est quasiment une vie par rapport à où il en est arrivé à la fin. On peut sans doute y arriver en 1h30. Enfin, il y a des grands films qui arrivent à raconter une vie, l'épaisseur d'une vie en moins de temps. Donc c'est pas numéraire en fait. Là, il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que le film soit très long. D'ailleurs, il est plus long, vraiment plus long que ce que moi je pensais au départ. On n'avait pas minuté le film à cette durée-là. Mais dans le cas de ce film-là, l'expérience de la durée, cette épreuve dont tu parles, parce que c'est pas simplement quelqu'un qui passe 30 ans, c'est quelqu'un qui passe aussi 30 ans à se cogner aux mêmes choses tout le temps, et à faire aussi du surplace, au sens très concret, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. En fait, il fallait que le film ait cette épaisseur d'un type qui forcément s'est ennuyé. Enfin, je veux dire, son aventure, elle n'existe pas. Donc, c'est évident que dans la réalité, il y a eu du vide dans l'histoire de Moda. Mais nous, on ne pouvait pas. Moi, on a fait très tôt le choix de ne pas faire un film contemplatif ou qui proposerait au spectateur une stase comme ça, immobile, où on partagerait vraiment le temps qui s'égrène goutte à goutte et qui est dans le rien. Enfin, ça aurait pu, je veux dire, c'était une possibilité. Ou dans une forme d'hallucination du temps, une autre voie aurait été une voie un peu psychédélique, où on est complètement perdu dans le temps, où il hallucine son histoire. Enfin, même s'il y a, je pense, un moment où le film va du côté d'une forme de fièvre, c'est ce truc qui frôle un peu la folie, comme tu le dis. Mais la paranoïa. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vraiment son rapport au réel est très problématique. Mais mon but, vraiment ce que je voulais en termes d'expérience, c'était que tout ça soit présent sans que le film propose une expérience
où au bout d'un moment le récit n'a plus de tenue, ne se tient plus, ou n'est plus. Pour moi, c'était ça ma manière à moi de faire un film d'aventure. C'était que les événements. En fait, l'expérience d'Onoda a aussi une dimension extrêmement rationnelle. C'est quelqu'un qui est même dans une limite inquiétante de la rationalité. Il donne à tout un sens et son refus du réel remplace le réel par une cohérence très. Il y a ce moment d'analyse de lettres, de cartes où il donne un sens complètement. Qui devient délirant. Encore que si on déplace un peu les choses, il est en train de raconter la guerre froide. Hein, les deux. Oui. Donc en fait, son délire. Oui, mais ça peut rejoindre le réel. Oui, voilà, c'est ça. Peuvent rejoindre comme beaucoup de délires paranoïaques. Mais alors ça, c'est une incarnation extrême et presque comique de son refus de la réalité. Mais en fait, à chaque fois que la contradiction lui vient et qu'on lui dit soit de l'intérieur de son groupe, soit de l'extérieur, la guerre est finie, ça n'existe pas, c'est faux, on n'a pas d'ennemis, etc. Il y trouve toujours une réponse qui est valide en termes rationnels de son point de vue. Donc c'est là où je dis que il est prisonnier d'une rationalité malade en fait. C'est que juste il y a un petit élément qui est celui qui le fait tenir tout le temps qui est faux. Ce petit élément, c'est qu'il pense qu'il ne peut pas avoir tort. Et à partir de là, il peut tordre la réalité, et c'est faisable. Il peut toujours dire, mais non, mais qui me dit que c'est vrai? Qui me dit que cette personne est sincère? Qui me dit que c'est vraiment mon père? Qui me dit que c'est pas la propagande? Qui me dit? Personne lui dit. Si, on lui dit, mais personne ne lui prouve. Donc c'est la question de la croyance. Mais ça fait quand même écho aujourd'hui à des problématiques dans le monde, sans tomber dans des parallèles un peu, voilà. Mais on est dans un monde où beaucoup de choses sont invalidées et d'autres choses, on veut bien valider d'autres perceptions du réel. C'est quand même, je sais pas. C'est devenu un sport très répandu. Ouais. Oui, mais c'est plus qu'un sport, c'est quand même une façon de penser par rapport à des générations aussi qui ont pas ces structures-là de représentation du monde, qui sont aussi quand même au niveau des je sais pas, des façons de penser des uns et des autres. Il y a quand même quelque chose qui est très flottant. Quand même. S'il y a des questions, vous allez on va faire passer le micro. Voilà, déjà. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de scènes que vous aviez purement inventées. Justement, quelles sont justement les scènes attitrées réelles, et justement celles que vous avez inventées? Alors il y a des détails un peu partout qui sont fictionnels, hein, mais vraiment dans les scènes inventées. Il y a des éléments, par exemple le formateur qui s'appelle Taniguchi dans le film, en fait est la réunion de plusieurs figures. Il n'y a pas eu une figure comme ça qui était à la fois son formateur, son supérieur hiérarchique, et avec qui il avait une relation comme ça un peu paternelle. Ça c'est quand même un peu de l'ordre de la fiction. Il a été formé dans cette école secrète où il a eu des instructeurs marquants. Et avant ça, il avait fait une école d'officier assez dure, où il a été marqué par une figure. Donc j'ai un peu mêlé ces deux-là. Et celui qui s'appelle Taniguchi et qui lui avait donné son ordre de mission et qui l'a fait revenir sur l'île, il ne l'a connu que quelques jours en fait, une fois qu'il a été diplômé de cette école secrète et quand on l'a envoyé sur cette île de Lubang. Et c'est ce supérieur hiérarchique-là, qui s'appelait Taniguchi, qui lui a donné son ordre de mission et qui lui a tenu son dernier discours marquant. Et donc la chaîne de commandement pour lui faisait que c'était à lui qu'il devait allégeance. Et quand ce jeune aventurier à la fin est venu le voir, il lui a dit retrouver Taniguchi. Voilà. Donc moi j'en ai fait une figure pour les besoins de la fiction. Ensuite, par exemple, l'épisode où les deux meurtres marquants du film, c'est-à-dire celui du paysan qui tue à coups de couteau et celui de la femme philippine, ça c'est des épisodes fictionnels, inspirés dans les deux cas par des épisodes que j'ai lus, mais qui ne sont pas exactement ceux-là. Absolument, oui. Mais c'est pour ça que je me suis
bon, déjà, c'était important dans le film de montrer ça, c'est-à-dire la dimension pas seulement de soldat, mais d'assassin, c'est-à-dire qu'il a tué des civils. Donc quand on tue des civils et qu'on est un soldat, on commence à être quelque chose qui ressemble à un assassin quand même. Donc il fallait l'incarner, et par contre il a toujours déclaré n'avoir pas tué ni de femme ni d'enfant, et donc c'était un choix un peu risqué quand même de notre part d'écrire une scène où il tuait une femme, mais c'était un choix très conscient qu'on a fait. Voilà, parce qu'à un moment la fiction nous amène à identifier des zones, des endroits nécessaires qui viennent, je sais pas comment dire, qui pour moi il y avait une logique très forte à Parle-nous peut-être de ça, de la façon dont tu peux. Ces meurtres-là, ces scènes très choquantes-là, font partie intégrante de la construction de ce personnage-là, de sa traversée, en fait. Tu en parlais bien dans certaines interviews. Oui, disons, d'ailleurs, ces deux scènes qui sont arrivées relativement tardivement, à des moments différents, mais elles n'étaient pas au départ dans les premières versions de scénario. Et j'ai identifié un moment que j'étais un peu... que la violence du personnage et la dimension noire et transgressive, je sais pas comment la dire, du personnage n'était pas assez incarné, n'était pas assez... qu'il y avait quelque chose qui n'était pas assez honnête en fait avec ça dans le film. Donc, et notamment à un moment en fait j'ai appris l'existence d'un livre écrit, parce que Onoda, son livre qu'il a écrit lui-même, en fait il a été écrit avec un nègre, comme on dit, qui était un écrivain connu mais qui avait juré, qui avait signé une clause de confidentialité, comme quoi il ne révélerait pas non seulement qu'il avait écrit ce livre avec Onoda, mais qui il était, et qui ne révélerait pas la teneur des discussions qu'il avait avec Onoda. Et en fait, il avait passé quelques mois avec lui, il a publié le livre d'Onoda est sorti, et 1 an ou 2 ans après, en fait, le type a rompu cette clause de confidentialité, et il a sorti un livre qui a jamais été traduit, qui n'existe qu'en japonais, qui s'appelle Héros d'illusion, je crois, ou Héros d'illusoire, qui est un livre à charge, où lui, il prétend révéler toutes les choses qui ont été censurées et que l'éditeur ou Onoda n'ont pas voulu faire figurer en livre. Et j'avais demandé à c'est une amie franco-japonaise qui m'avait trouvé l'existence de ce livre, et je lui avais demandé de le lire et de me traduire les passages qui contredisaient la version d'Onoda, les passages notamment choquants ou gênants. Et donc il y avait dans ce livre-là notamment un passage où le type raconte, parce que c'est encore une fois parole contre parole, que Onoda lui avait raconté qu'à un moment il s'était vengé avec Kozuka, qui s'était vengé d'un chef de village qui les avait un peu traqués, qui avait lâché les chiens sur eux, c'était très énervé contre lui, et il l'avait guetté pendant plusieurs jours, et qu'à un moment où il était tout seul, ils étaient venus le poignarder, donc un truc atroce. Et donc évidemment ça m'a choqué, tout en ne m'étonnant pas totalement. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans d'impunité et de macération dans ses croyances et dans la moindre contrariété se donner lieu à des pulsions, ça devient sauvage, quoi. Et donc je me suis dit, mais bon, si ce n'est mettre cette scène telle qu'elle dans le film, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et donc c'est là où j'ai essayé de réfléchir à quel endroit je pouvais récupérer quelque chose de l'ordre de cette violence un peu choquante. Et ça a fini par donner la scène où il a réussi à blesser et à récupérer un paysan philippin, et il finit par ordonner à ses hommes de le poignarder. Et puis et la scène de la femme s'était inspirée d'un épisode où il aurait enlevé comme ça pendant plusieurs jours un homme, un paysan philippin, qu'ils avaient trouvé dans une cabane où il venait faire une espèce de raid, parce qu'il venait s'approvisionner en fait régulièrement dans des endroits comme ça, et il l'aurait enlevé pour essayer de lui soutirer des informations sur ce qui se passait dans l'île à ce moment-là, est-ce qu'il y a des Américains, où en sont les mouvements de troupes,
combien coûte le coût des choses pour voir en fait, ils avaient quand même des relais, ils essayaient de se tenir au courant. Le type était terrorisé, apparemment, rien n'y a fait, il tremblait comme une feuille, et soi-disant, ils l'ont relâché au bout de quelques jours. Voilà, j'ai laissé travailler mon imaginaire en me disant, mais qu'est-ce qui se passe en fait s'ils mettent la main sur quelqu'un, que cette personne est terrorisée et qu'en plus c'est une femme. J'ai trouvé que là, quelque chose pouvait s'incarner d'extrêmement troublant sur toutes les altérités dont ils se tiennent à distance, parce que c'est l'ennemi, et à un moment cet ennemi s'incarne, il ne ressemble pas du tout à un ennemi en fait. Et notamment ça permettait à ce stade de l'histoire de raconter une espèce de dernier réveil, pour l'un comme pour l'autre, pour Noda comme Kozuka, de cette partie du monde qu'ils ont détourné leur regard, les femmes, ce qui peut susciter leur désir, l'un étant vierge et l'autre ne l'étant pas. Ça permettait en fait de. C'est tout le rapport à la cruauté aussi. C'est un film c'était un récit où la question de la cruauté était hyper importante, la cruauté des personnages et la cruauté de leur expérience qui leur revient dans la gueule. Et là, il y avait quelque chose, et avec en plus la cruauté sur le personnage de la femme. Comment traiter ça? Pour moi, c'est des questions passionnantes, d'essayer de ne pas détourner le regard de tous ces enjeux qui sont des enjeux moraux, affectifs, émotionnels, et de sens. Une autre question. C'est pas timide. Mais aussi Nils, c'est vrai. Une question un peu technique, mais comment tu as filmé? C'était quoi un peu l'attirail technique? L'attirail technique un peu, ouais, pour avoir, parce qu'il y a quand même un truc assez minéral, assez qui n'est pas numérique en tout cas. Écoute, non, c'est du numérique, c'est une caméra RED, je sais plus quelle. C'est une RED quelque chose, il faudrait demander à mon frère. Du coup, en post-prod, il y a eu travail justement sur. Oui. Bon, comment dire, nous on a travaillé très très longtemps en post-production. Ouais. Il y a eu un étalonnage très long, parce que le film était long, mais aussi à un moment on est rentré un peu dans un. Il y a eu un nombre de semaines, je sais plus combien. C'était très 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 long. On est devenu un peu dingue avec le. Ça se voit pas au final. On a l'impression que c'est naturel, mais c'était ça qui était recherché. Non, parce que les séquences en fait étaient. Et en termes chromatiques, quand même, étaient assez. Il fallait les travailler. Le tournage a duré combien de temps? Le tournage a duré 12 semaines, 3 mois. Donc il y avait. Après, il n'y avait pas un nombre de prises délirant. Déjà parce que j'ai pas eu l'habitude de faire 25 000 prises. Et puis là, en plus, le fait de travailler avec des Japonais imposait. Un modus operandi particulier qui faisait que donc on tournait des prises qui étaient en général des prises assez longues parce qu'on essayait au maximum de se rapprocher, même si c'était pas systématiquement du plan séquence, mais en fait de tourner des grandes quantités de scènes en peu de plans. Et ensuite, une fois donc en général il y avait un grand master avec la caméra qui pouvait se déplacer. Et puis ensuite, on filmait des plans pour être sûr de pouvoir monter. D'ailleurs, c'est ce qui fait que dans le film, tout n'est pas en plan séquence, mais c'était important à la fois. Pour moi, c'est des principes esthétiques importants pour vraiment pour trouver la forme de la mise en scène. Ça joue énormément sur le jeu des comédiens, sur l'énergie des comédiens. Et par ailleurs, ça nous permettait de mettre en boîte des grandes quantités de choses. Donc il y avait du temps de répétition, de mise en place, mais quand on tournait, on avait d'emblée pas mal de matière. Parce que même si on avait beaucoup de temps, on a tourné 12 semaines, il y avait beaucoup de choses à tourner. Il y a des choses compliquées. Et donc on tournait des longs plans, et après chaque prise, il fallait débriefer avec les acteurs. Donc moi je ne parle pas japonais, ils ne parlaient pas français ni anglais. Donc il y avait toujours un... Non, l'équipe, les acteurs étaient tous japonais. Il y avait un traducteur qui s'appelle Yoshibuya et qui avait traduit le scénario et qui traduisait sur le plateau.
Donc, tous mes échanges avec les comédiens passaient par lui, et quand ils avaient un truc à me dire, c'était lui aussi. Et après, le reste de l'équipe était un mélange de Français, il y avait quelques Belges et de Cambodgiens. Chef opérateur, c'est ton frère. Et le chef opérateur, C'est ton frère, mon Tom. frère, absolument. Il s'appelle Thomas. Et donc le simple fait après une prise, de parler au comédien, que ce soit traduit, puis qu'il me dise des choses, que ce soit traduit, faisait que entre chaque prise, il y avait minimum un quart d'heure ou 20 minutes de pause. C'est pas des pauses, hein, on travaillait tout le temps. Celui qui travaillait le plus, c'était You, le traducteur, parce qu'il était en permanence en train d'entendre ce que je disais. Enfin, c'était épuisant pour lui. Et le soir, quand on allait dîner, c'était pareil, hein, parce qu'il fallait qu'il traduise aussi. Donc il faisait pas beaucoup de pauses. Et donc, comment ? C'était, théoriquement oui, mais en fait, non, pas du tout. Et en fait, donc de fait, il y avait un nombre de prises limité dans les journées. Mais ce qui, moi, m'allait très bien, parce que, en fait, j'ai jamais vraiment eu l'impression de me limiter en nombre de prises, parce que ça correspond à peu près, je sais pas, aux prises que j'ai besoin de faire. Bon, par ailleurs, les comédiens étaient très très bons, donc il n'y avait pas de prise nulle, jamais. Il n'y avait pas genre une première prise où on disait, oh putain, voilà, ce qui peut arriver beaucoup, hein, avec des comédiens non japonais. Non, je déconne, mais je veux dire, c'est... On peut se dire ça. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment une différence pas forcément de talent ou de quoi, mais de préparation et d'intensité. Mais ou peut-être ils étaient d'ailleurs intenses parce que il y avait une concentration particulière du fait que j'étais pas japonais non plus. Enfin, ça a créé quelque chose en fait où dans chaque prise il y avait une espèce de concentration et de, parce que quand on je sais pas comment dire, quand la communication ne va pas de soi, on est à un niveau d'écoute et de tentative comme ça de tout recevoir et de tout comprendre et de tout donner aussi. C'est-à-dire que moi, quand je leur parlais, je savais que mes mots allaient peut-être pas parvenir exactement tels quels à leur oreille au final, parce que ça allait être traduit. Enfin, tout ça concentre énormément l'énergie et l'attention. Et du coup, et eux aussi. Bon, par ailleurs, les comédiens japonais sont d'une énorme implication, quoi, et concentration. C'est extrêmement impressionnant. Tes directives, elles allaient plutôt dans quel sens ? Dans un jeu, plutôt dans baisser l'intensité du jeu, ou dans quelque chose? Oui, alors ça, oui, mais ça c'est systématique. En gros, c'est la direction que je donne tout le temps, mais même quand j'ai dirigé en France, ou des Français, ou des Allemands, parce que dans Diamant Noir, par exemple, il y avait des Allemands, c'est quelque chose que je dis systématiquement. C'est-à-dire non pas d'être moins intense ou moins chargé, mais que les choses ne soient pas projetées, ou ne soient pas, de concentrer l'énergie et d'essayer que tout soit là, mais en dessous, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est tout un truc il y a des comédiens qui comprennent ça très bien, et d'autres où il leur faut tout un processus pour comprendre ce que ça veut dire. Mais non, après je rentrais dans le détail parce qu'ils étaient tellement bons en fait que je pouvais vraiment dire beaucoup de choses. Moi je parle beaucoup en fait, je parle vraiment assez longtemps aux comédiens, et eux, je pouvais leur donner dans la même longue logorée des indications psychologiques, des indications techniques, des indications un peu métaphoriques, et quand on faisait la scène, on avait l'impression que tout était là, que ils avaient tout, je dis un peu collectivement parce que c'est vraiment une qualité que j'ai reconnue chez eux, et notamment des indications techniques. Bon, parce que comme les plans étaient quand même assez composés, il y avait comme souvent il fallait aller à tel endroit, puis souvent il y avait des marques où il fallait venir à tel endroit de la caméra, ou précéder un peu la caméra puis rentrer dans le champ. Bon, et ils faisaient tout ça de manière assez impressionnante. Et à un moment, mon assistant s'est rendu compte, mais vraiment quasiment à la fin du tournage, qu'ils n'avaient jamais travaillé comme ça. Que je sais pas, au Japon apparemment, le système des marques et les déplacements précis, et c'est pas du tout, c'était pas dans leur habitude. C'est-à-dire, ils travaillent comment? Moi, je sais pas. Apparemment, alors bon, moi, ce qu'ils m'ont raconté eux, c'est que
Les tournages japonais sont d'une rapidité incroyable, c'est-à-dire que c'est, je sais pas, c'est 2-3 semaines pour un film. Ils font des séries télé, ils font des pubs, En fait, les comédiens japonais, ils tournent en flux continu, quoi, la plupart. Même quand ils sont très connus et qu'ils peuvent faire des choix, c'est assez incroyable, quoi, le rythme de jeu. Donc souvent, ils n'ont pas le temps vraiment d'approfondir les choses. Et d'ailleurs, franchement, c'est assez visible. Le niveau général du cinéma japonais est devenu assez mauvais. C'est un cinéma très cloîtré. D'ailleurs, il y a très peu de films qui finissent par parvenir en France notamment, parce que c'est un cinéma domestique où tout est très sectorisé, il y a des genres hyper établis. L'influence de la télé est monstrueuse, donc et assez négative en termes de qualité. Et ils le savent. Ils sont assez frustrés. La plupart des comédiens japonais ne se font pas complètement d'illusions sur le niveau des films dans lesquels ils jouent. Donc il y en a qui refusent. Par exemple, il y avait dans le casting, il y a un acteur qui est d'ailleurs le seul qui ne gagne pas sa vie comme ça, qui est donc le Kozuka jeune, donc le jeune son lieutenant, quoi, qui est un type qui gagne sa vie principalement en faisant des chantiers, et qui joue dans des films parce qu'il est passionné, il est assez génial, mais et lui, il veut pas jouer pour la télé parce qu'il sait que ce sera pas bon. Et donc il essaye de tenir un truc, de jouer pour lui. Donc c'est que du cinéma indépendant où on n'est pas payé ou très très peu payé. Enfin, c'est vraiment un sacerdoce, quoi, là-bas. Et en fait, je pense que, je sais pas, les indications sont ultra minimales. La mise en scène, alors peut-être que c'est des comédiens qui n'avaient pas bossé dans des trucs ultra techniques, mais en tout cas, on a compris à la fin qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça. Et ce qui était fou, c'est qu'on avait l'impression non seulement qu'ils l'avaient fait toute leur vie, mais qu'ils arrivaient à jouer de manière fluide sans du tout qu'on ait l'impression qu'ils soient en train de se placer là, parce que ça peut être très contraignant, hein, ce genre de. Donc non, mais moi j'ai été très impressionné par leur travail. Une question Oui. Merci. Par rapport à la remarque que les coproducteurs ont faite concernant la perception des 30 ans sur la première version du film qui devait faire 3 heures, avec le monteur, qu'est-ce qui vous a fait comprendre là où ça avait failli et sur quoi vous avez retravaillé au montage pour que ça donne ce qu'on a vu? Alors il y a eu plusieurs strates de compréhension et une des choses qui nous a sauté aux yeux, c'est que les moments où beaucoup de temps passait, que ce soit des ellipses très longues, en gros dans le film, il y a une ellipse de 3 ans, puis il y a une ellipse de quasiment 20 ans. En fait, ces ellipses-là, et à d'autres moments, il y a des périodes qui sont résumées, on va dire, où on comprend que plusieurs années peuvent passer, ou en tout cas des mois, qui peuvent être des années. Bon. Tout ça a été traité un peu tout de la même manière, c'est-à-dire les coupes étaient les mêmes, les procédés de raccord, et en fait ça nivelait un peu tout. On était parti d'un principe que la conscience du temps qui passe allait s'imposer à un moment par des éléments extérieurs. À un moment, telle information va venir, on va comprendre que ça fait 3 ans, ça fait la dernière fois que... Mais en fait, donc on était parti de ce principe-là plutôt minimal. Et en fait, à la longue, sur la totalité du récit, ça crée une sensation de platitude en termes de temps. Donc la conscience, un peu la lourdeur de ce truc de « Ah putain, c'est 3 ans après, ah là là, il y a encore du temps ». On ne l'appuyait pas assez. Et donc, on a eu recours à plusieurs procédés, par exemple les fondus au noir, qui clôt des moments. D'ailleurs, pas systématiquement quand il y a des très longues ellipses, hein, mais donc il y a pas mal de fondus au noir dans le film. Ils incarnent quand même quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qui se passe dans le noir. Voilà. C'est sans doute en partie inconscient pour le spectateur, mais il y a quelque chose de l'ordre il y a du temps entre les images, plus que quand on faisait ces raccords cut. Après, on s'est mis à réfléchir très concrètement à la question des dates sur le calendrier. On a vraiment structuré ça très précisément, et jusqu'à mettre une fois ou deux des dates qui n'étaient pas prévues.
pour marquer c'est devenu systématique quoi. Donc on a trouvé une typo, enfin avec cette idée très graphique d'une typo qui soit très remarquable et qui vienne. À un moment, on a compris que un des sujets du film, c'était l'égrenage du temps comme ça, presque une espèce d'enfilage de perles qui devient lourd, quoi. 46, 49. Et puis la musique, je pense, a joué beaucoup aussi sur la question du temps. C'est-à-dire, en fait, à chaque la musique au cinéma, en fait, a toujours un rapport avec le temps, même quand on n'a pas conscience. C'est-à-dire, mettre de la musique, ça met de la distance. On pourrait penser l'inverse, que la musique emballe le spectateur. Mais en fait, c'est toujours mettre de la musique, c'est comme s'il y avait quelque chose entre le spectateur et ce qu'il voit. Et donc là, c'est travaillé assez explicitement comme ça, c'est-à-dire la musique vient dire quelque chose d'une forme de mélancolie ou d'une forme de... S'il y a de la musique et que cette musique court sur toutes ces images-là, c'est que en fait, ces images-là, il y a du temps en fait là-dedans. Et pendant longtemps, en fait, la musique a été composée assez tard. Et on avait, donc il y a à peu près, on va dire une dizaine de moments musicaux dans le film. Et tous ces moments-là, pendant le montage, c'était toujours la même musique qui revenait. Alors, on l'avait décidé par simplicité, mais aussi parce qu'il y avait une idée qu'on a travaillé différemment, mais qui était l'idée d'une espèce de leitmotiv complètement obsessionnel, et qui était une boucle aussi mentale, temporelle. Et donc, ça fonctionnait comme ça théoriquement, mais les spectateurs en montage, je pense, n'avaient pas accès à un truc qui maintenant est devenu plus subtil, sur qu'est-ce que la musique apporte comme variation, notamment sur le temps, sur le rapport au temps des personnages. Donc tout ça, tout cet ensemble d'éléments a fini par... Et puis tout simplement, il y a des choix de narration qui ont été faits au montage ensuite, après cette première version, qui ont amplifié à quelques moments, je pense, le vertige temporel. Notamment la très grande ellipse là, de 20 ans. On a mis très longtemps à comprendre qu'il fallait faire un truc très simple, c'était ça. Ils sont sur la plage, le soleil se couche, et puis boum, fondu au noir. On les retrouve, ils regardent la lune, et ils ont pris 20 ans. Mais c'était pas du tout écrit comme ça. Et on pensait que ça pouvait pas passer. On pensait que les spectateurs, en voyant ça, se révolteraient contre ce raccord en disant bah non, mais c'est pas eux, ils n'ont pas la même gueule. Donc j'avais imaginé quelque chose de beaucoup plus formel et soi-disant beaucoup plus moderne pour faire accepter le changement d'acteur, qui était un choix énorme que je trouvais très risqué, qui m'a angoissé jusqu'à très tard, jusqu'au montage, jusqu'à ce qu'on trouve ce truc-là et qu'on montre à des gens et les gens nous disent c'est incroyable l'acteur que vous avez fait pour le maquiller et tout. Enfin, il y a pas mal de gens apparemment qui voient pas, en tout cas qui se posent la question tardivement du changement. Non, mais moi je me suis posé la question, mais voilà, on a changé, mais on a changé, mais oui, mais on n'a pas perdu le fil de la film. Ça, moi, j'étais pas du tout. Je pensais même que ce serait forcément un moment de petite dépression du film et que les gens se diraient ah ouais bon ok, il a changé de mec, il a pas la même tête, il a pas la même voix, puis l'autre il était quand même plus jeune, il était plus beau. Je pensais vraiment qu'il y aurait un truc un passage critique quoi. Et en fait on a constaté que tout ce qui avait été accumulé par le personnage pendant les 3/4 du film, les 2/3 jusqu'au changement d'acteur, en fait, que le film capitalisait sur ça et que quand on partait avec le nouvel acteur, bah, il prenait tout ça avec lui. En fait. Il bénéficiait de tout ce qu'on avait. Mais c'était pas du tout une évidence pour moi. Parce que j'avais pas beaucoup d'exemples en fait de films où ça marche. 情報暗号解読潜伏我々は君たちにあらゆる戦う技術を教えるしかしとりわけ独自に考え判断することを学んでもらう君たちは単独でこの戦争を率いることになるかもしれんからだ秘密裏になだからこれからいくつかの秘密を学んでもらうことになるんだが最初の秘密
君たちに死ぬ権利はない。他の全ての兵士たちが死を望もうとも、君たちはそうしてはならない。常に別の解決策を見つけろ。常にだ。En fait, c'est un comédien qui joue le rôle de Hirohito, donc l'empereur, dans un film de Alexander Sokurov qui s'appelle le Soleil. Ah oui, ça d'ailleurs, j'aurais pu. Ouais. Ah bah oui. On l'a pas. Ouais, incroyable. Ouais. Oui. Et alors, c'est donc dans ce film, il est complètement dingue. Il fait quasiment muet, quoi. Ouais, et puis il joue quelque chose une espèce de, je sais pas, on dirait Chaplin mélangé à. Oui, parce qu'il a une petite haute forme, il est vraiment incroyable, quoi. Il a une manière d'habiter l'espace qui est complètement folle. Et un rapport à la diction aussi qui est dingue. Et par ailleurs, je l'avais vu aussi, il joue dans le film de Scorsese qui s'appelle Silence. Il joue en fait l'inquisiteur. D'accord. L'espèce de, c'est le méchant du film en fait. C'est lui qui traque les chrétiens et qui les fait abjurer leur foi. Mais tu l'avais en tête, tu l'avais repéré. Moi, j'ai d'abord vu le film de Scorsese et je sais plus comment ça s'est fait. Peut-être je me suis dit tiens, parce qu'il joue dans le film de Scorsese, il joue de manière très très spéciale aussi. Il met en avant ses dents comme ça, puis il joue presque burlesque en fait. Et donc je l'avais trouvé très étonnant. Et ensuite, je ne sais plus qui m'a parlé de. J'avais pas vu le film de Sokurov que j'ai vu. Et puis à un moment, quand je parlais avec les gens avec qui je faisais le casting au Japon, je crois que j'ai évoqué son nom. Je sais plus si c'est venu de moi, parce que j'avais vu le film de Sokurov. Et puis c'est aussi un type qui a joué dans un film d'Edward Yang qui s'appelle Yi. Ah bah oui. Il joue un rôle de japonais génial. Il fait des tours de magie. Enfin. Ouais, il y a un peu 20 personnages en Yi. Ouais, c'est un film choral, comme on dit. C'est peut-être un des meilleurs films choraux qui existent. Quoi. C'est un film dingue. Et donc, voilà, par recoupement, et on m'a dit, mais ce mec est un génie, quoi. C'est un type très très à part dans le cinéma japonais, qui au départ est un mec qui fait des seuls en scène, comique, mais très 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 particulier, où en fait, il incarne plusieurs personnages qui sont des espèces d'archétypes de l'homme japonais. C'est à chaque fois dans des endroits très très ridicules, des situations archétypales, où il va hypertrophier des détails qui sont ultra signifiants et absurdes de l'identité japonaise et de la modernité japonaise, quoi. Mais pour les Japonais, perceptible par les Japonais. J'imagine. Après, moi, j'ai vu des captations de ces spectacles auxquels je comprenais rien parce que c'est en japonais, mais où on voit la puissance du type, quoi. Comment il met un chapeau melon, puis il fait comme ça, puis il relève son col et on a l'impression de voir. C'est entre la BD et puis il a une aisance physique, des fois il est tout mou, puis des fois il est tout raide, il bouge pas, avec une fleur dans la main. Enfin, c'est un type. Moi, il me fait penser à Jacques Brel aussi, dans sa espèce de gestuelle, la gestuelle de scène de Jacques Brel, où en une posture comme ça, puis comment il utilise des costumes. Enfin, il te campe un personnage. Il est arrivé il s'appelle Issei Ogata, et tout le monde l'appelle Issei-san. C'est une espèce de figure ultra respectée du cinéma japonais, enfin des arts japonais, et à chaque fois qu'il est dans un film, enfin je sais pas, il n'y a pas vraiment d'équivalent en fait. Je pourrais pas dire c'est le machin japonais. Enfin bon, bref, à un moment je me suis dit tiens, c'est intéressant de lui proposer, quoi. Et donc je lui ai proposé. Voilà, et c'est un comédien incroyable, quoi. À moi qui ai une dernière question. Oui, allez, une dernière question. Non, c'est une question très simple. Je voulais savoir si le film était sorti au Japon et quelle avait été du coup la réaction du public au film et au fait que ce soit réalisé par un Français. Alors ça, je sais pas. Le film est sorti au Japon en début octobre et en fait, ça s'est très bien passé. Enfin, la couverture critique était très très bonne et il passe encore en fait en salle. Alors c'est très spécial au Japon apparemment. Moi, j'ai pas pu y aller. C'est une grande frustration, mais à cause des trucs de Covid et j'ai pas pu y aller. Mais en fait, au Japon, les sorties peuvent être très étalées dans le temps. Enfin, ça peut ne pas marcher du tout, et donc mais comme là, le film, apparemment, c'est dans cette période, c'est le film français qui marche le mieux. Enfin, sauf qu'en fait, c'est un peu déloyal parce que c'est pas vraiment un film français. Enfin,
pour eux, c'est là où le film c'est très spécial, quoi. C'est en japonais, c'est un sujet japonais, c'est que des acteurs japonais. Enfin, donc après c'est pas délirant, mais il a fait plus d'entrées au Japon qu'en France, par exemple. Bon, en France, ce film n'a pas beaucoup marché, mais en tout cas, Combien d'entrées il a fait 50 000 entrées à peu près en France. Et vous attendiez à... Bon, au moins au double, quoi. Et je pense qu'en dehors, on est sorti le jour de l'instauration du pass sanitaire, et donc ça a bien pesé sur les entrées. Et puis bon, la période est pourrie, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui marche. La presse était assez La presse était, on pouvait pas avoir mieux. Puis l'exposition à Cannes, c'était bien et tout, mais ouais, je pense j'en ai parlé à pas mal d'exploitants notamment, et je pense qu'on aurait sans doute fait le double. On aurait pu espérer faire le double. Comme beaucoup de films. Oui, la plupart des films, en fait, c'est ce qu'on dit, même les films qui marchent, hein, il y a quand même régulièrement, en tout cas dans le cinéma d'auteur, je veux dire, c'est un peu du simple au double, quoi. Et donc bon, après c'est un peu bizarre de faire des paris comme ça, on n'en sait rien. Voilà. Mais et au Japon, je sais pas où il en est aujourd'hui d'ailleurs, j'aimerais bien savoir précisément, mais parce que ça continue à passer un peu. Alors à Tokyo, je pense qu'il joue encore dans les grandes villes, et puis il va dans des territoires. Bon, le Japon c'est quand même très éclaté, quoi. Donc voilà. Et les retours ont été très très bons, on avait un peu peur d'une réaction un peu froide du genre justement appropriation culturelle ou le point de vue soit trop critique, soit pas assez critique sur le personnage. On avait un peu un enjeu comme ça aussi avec la famille Nonoda et ses ayants droit, enfin bon, notamment pour la question que je disais tout à l'heure où il y a des épisodes qui sont pas historiques, on va dire, que j'ai inventé. Et en fait, les retours. Il n'y a rien eu de cet ordre-là. Non, il y a un intérêt assez fort pour le film dans la ligne. Enfin, les films étrangers au Japon, c'est très compliqué. Les films d'auteur au Japon, c'est très compliqué. Donc, on est plutôt rassuré, quoi. C'est bien. Et après, j'ai pas eu de. C'est très compliqué de savoir comment le film est reçu au-delà de ce que j'en entends. Là. J'ai l'impression que, et apparemment, il y a un public aussi assez jeune qui a été voir le film quand même, alors que ça, c'était pas du tout. Moi, je pensais que ce serait que des personnes plutôt âgées. Encore une fois, parce que tout est très cloisonné au Japon et les jeunes ne vont au cinéma que pour voir un certain type de. Et je pense, dans une certaine mesure modeste, il y a eu quand même des spectateurs jeunes qui ont été voir et qui ont aimé le film, je crois. Donc ça, c'est comme des bonnes nouvelles. Arthur, je t'ai fait choisir dans la boutique, en lien avec ton film, quelques DVD. J'en ai pris 3, en étant assez court, sur Manille de Lino Brocca. Bon, Lino Brocca, c'est pour donner envie de le voir. Ouais, c'est un cinéaste philippin. Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai un tropisme philippin par rapport. J'ai jamais été aux Philippines, mais j'adore le cinéma philippin, mais principalement à travers donc ce réalisateur qui est le plus grand cinéaste philippin, qui s'appelle Lino Brocca et qui a fait 40 films. J'en ai vu. Nous, on a Lino Brocca et Lav Diaz, voilà. En clair. Lav Diaz qui fait des films de 5 heures, voilà, qui est vivant, et Lino Brocca qui a fait 40 films et qui sont en général qui empruntent à tous les genres populaires, le polar, le film. Je sais pas. Il n'a pas vraiment fait de comédie, mais il a fait des films d'action. Et des films très engagés socialement aussi. C'est un des rares exemples à mes yeux, de cinéastes très à gauche et qui met cet engagement dans ses films et à qui ça ne dessert pas artistiquement. La plupart du temps, je trouve que c'est compliqué. Mais là, et Mani, moi, c'est un des plus beaux que j'ai vu de lui. C'est un film c'est très particulier le cinéma philippin parce qu'il y a des formes un peu canoniques. Un jeune paysan qui vient à la ville retrouver la femme qu'il aime, il l'a perdue et il comprend qu'elle est devenue prostituée, elle est prisonnière d'une espèce de chinois dans un immeuble, et donc et en même temps lui il fait un parcours où il devient ouvrier, il connaît toute la misère. C'est social, il y a quelque chose qui est très. Ouais, mais sauf qu'en fait le film c'est vraiment un film d'une beauté absolue, quoi. C'est dur à décrire, c'est très sentimental, très réaliste. La forme est géniale. Il y a un truc à la fois d'une douceur sentimentale, comme je disais, et ultra âpre. C'est un film très dur, mais et les comédiens sont sublimes. Enfin, c'est un film dément. Enfin, voilà. Feu dans la plaine de Kon Ichikawa.
Ah bon, alors ça, c'est vraiment en lien direct avec Onoda. Ah oui, Mani, c'est juste que j'avais en tête des images philippines pour mon film parce que ça se passe aux Philippines et que je savais que j'allais filmer des Philippins, même s'ils étaient en retrait dans le film. Et voilà, c'est les images les plus fortes que j'avais, c'était des films de Broca. Feu dans la plaine, c'est un film de guerre, c'est un des films de guerre les plus dingues que j'ai vu aussi. Quelques soldats japonais, principalement un soldat japonais sur une île dans le Pacifique à la toute fin de la guerre, et c'est des gens qui deviennent fous, qui meurent de faim, qui à un moment se mangent entre eux. Enfin, c'est une espèce de cauchemar ahurissant. Mais c'est un des films les plus honnêtes. Déjà, les Japonais, en fait, maintenant, depuis quelques temps, il y a un truc très très bizarre dans le rapport à l'histoire des Japonais, et les films de guerre sont pas très bons en général, et en général ils sont très propres visuellement, et aussi ils choisissent des personnages pas trop compliqués, pas trop, soit des types, des chefs de brigade qui ont compris que la guerre allait finir et donc qui essayent d'amener leurs hommes tu vois, à déposer les armes comme il faut, ou des types qui comment? Ah oui, mais ça c'est plus vieux. Non, mais les films contemporains japonais de guerre sont un peu compliqués parce qu'ils ils savent pas quelle place exactement avoir. Enfin, il y a un rapport à l'histoire qui est très compliqué. Et mais en fait, à une certaine époque, il y a eu toute une série de films extrêmement courageux et d'une violence assez dingue. Et celui-là est fou. Et c'était bon, évidemment, je l'avais en tête quand j'ai fait le film. Fièvre sur Anathan de von Sternberg. Ouais. On a parcouru l'histoire. Ouais, alors Anathan, c'est le dernier film de Joseph von Sternberg, donc le réalisateur de L'Ange Bleu et le réalisateur qui a magnifié Marlène Dietrich. Et ça, c'est son dernier film, et c'est un film qu'il a fait au Japon, en japonais, donc, enfin en japonais. En vrai, c'est principalement la bande son, c'est sa voix qui raconte le film. Donc c'est un truc qui n'existe dans aucun autre film de l'histoire du cinéma. C'est très très étrange. On entend la bande son du film, mais sous-mixée, et il raconte en anglais avec une voix très sentencieuse toute l'action. Mais c'est un film qui raconte une histoire extrêmement proche de Noda. C'est d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie. C'est un groupe d'hommes sur une île à la fin de la guerre qui refusent de croire à la fin de la guerre. Enfin non, c'est pas qu'ils refusent de croire, c'est qu'ils sont dans l'ignorance de la fin de la guerre. Et à un moment, ils tombent sur une femme sur cette île, une femme japonaise, et ils luttent pour les honneurs de cette femme, pour les faveurs de cette femme, et ils s'entretuent. Et donc c'est en fait le sujet du film a l'air d'être la guerre, mais en fait c'est principalement le désir, comme toujours dans les films de Sternberg. Et bon, le film est dingue, quoi. C'est une expérience très très bizarre de distanciation. On peut pas faire plus distancié comme film, mais à la fin, la dernière scène, qui est une scène d'aéroport où les types reviennent au Japon, et je pense vraiment une des plus belles fins de cinéma que j'ai vu, quoi. Et qui m'a non, je sais pas que ça m'a influencé ou quoi, mais il se trouve que ma dernière scène est aussi une scène de retour, même si on reste sur l'île et d'hélicoptère, mais j'avais été tellement frappé par cette scène que je sais pas quel lien faire, mais enfin, voilà, faut voir ce film. Et c'est un film qui a été entièrement tourné dans un hangar à Kyoto. Il y a quelques images qui ont été rajoutées plus tard à la demande des producteurs, de la femme nue, qui d'ailleurs a été interprétée par une autre femme, parce que le film est sorti, il n'a pas du tout marché, et ensuite il lui a dit il faut faire quelque chose, et donc il a dit ok, on va filmer une femme nue sur une plage. Donc il a pris quelqu'un d'autre de dos, il a rajouté ses plans, et ça n'a rien changé. Le film ne pouvait pas marcher. Si vous voyez ce film un jour, vous comprendrez, c'est vraiment le sommet absolu de l'art pour l'art, quoi. Et lui il a dit que c'était le seul film, c'est son film préféré, que c'était le seul film qu'il avait fait absolument comme il le voulait. Donc c'est un cas très étrange d'un film qui sort exactement comme il doit sortir de la tête d'un artiste, et qui est destiné à être un échec, parce que on comprend pas ce qu'on voit quand on voit ce film, c'est très bizarre. Dernière question, tes projets, si tu as envie d'en parler, ou voilà, où est-ce que tu vas parler? Non, mais je peux pas vraiment en parler parce que je suis en train de confirmer que j'ai trouvé ce que j'allais raconter. Mais ça se passera, je sais pas, loin, normalement, outre-mer, ou ça se passera si j'arrive à, enfin si c'est vraiment ce que je crois, non, ça se passera. Ce sera plus un film d'aventure. Ça sera d'aventurier. Bon, pour moi, tous les films sont des films d'aventure.
Non mais c'est vrai, c'est pas une boutade, c'est que c'est pour ça que c'est assez compliqué pour moi de trouver des sujets, c'est que même quand ça a pas l'air du tout, si j'ai pas l'impression que c'est une aventure à la fois en interne et pour moi de le faire, j'arrive pas à partir dessus. Donc ce sera mais par contre ce sera en France, il y aura peu de personnages, ça se passe aujourd'hui et il y aura normalement il y aura des femmes. Pas philippines et qui ne seront pas forcément assassinées. Non, voilà. D'accord, sous une hutte. Alors, donc, on a le DVD, on a le Blu-ray de Onoda, bon, voilà, dans lequel il y a 2 courts-métrages, La main sur la gueule et Peine perdue, Conversation avec les comédiens, Retour sur la création d'Onoda, bon bref, riche en bonus. Donc, il y a les comédiens qui parlent aussi, ça c'est pas mal parce qu'on a fait des conversations par Skype, malheureusement parce qu'on en est réduit à ça, mais ils ont des choses à chaque fois intéressantes à raconter. Donc vous pouvez les acheter en caisse parce qu'on les met pas sur la table et puis tu voudras bien les dédicacer. Ah non, pas du tout. Pas du tout, hein, parce qu'il y a des gens qui attendent. Là, mais, voilà. Mais, je te remercie énormément, Arthur. Merci à vous, merci pour cette invitation. Merci.